Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. La tresse-lente constitution du droit à l'information. La coexistence de droits concurrents, celui du vendeur versus celui de l'acheteur, celui du détenteur de la propriété versus celui du prêteur d'argent, sur un même objet, un immeuble, ne peut être une question facile tant les enjeux sous-jacents ou affichés ont toujours été particulièrement forts et divergents. Un bien immobilier est en effet à la fois un capital, donc une assurance sur l'avenir, mais aussi une source possible de revenus, donc un moyen d'existence et peut-être surtout un vecteur de classification sociale et politique, donc un élément structurant de l'identité de son titulaire. Chacune de ces composantes est un terrain d'affrontement entre détenteurs des différentes formes de capitaux, entre propriétaires et producteurs, sur le plan politique et symbolique. Quadrature des cercles. Lieu de rencontre de ces intérêts opposés mais liés entre eux. Il n'est donc pas surprenant de constater que le droit de la propriété foncière se soit construit de manière chaotique. De la situation fluctuante dans l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge, chapitre 1, de la monarchie absolue qui tenta à plusieurs reprises de réguler les marchés, chapitre 2, et qui finit par trouver une première solution à l'équation précitée en procédant à la création des conservations des hypothèques, chapitre 3, de la Révolution française qui entreprit le premier grand pas dans la longue marche vers l'égalité citoyenne, chapitre 4, à la réaction napoléonienne du Code civil puis à la lente ascension de la bourgeoisie industrielle et bancaire, chapitre 5, jusqu'au point d'aboutissement, sans doute encore provisoire, de la grande réforme de la publicité foncière en 1956, chapitre 6, le parcours a effectivement été long et confus. L'action des conservations des hypothèques, l'activité des personnes qui y ont été employées vont être décisives, depuis la date de la création de cette institution en 1771 jusqu'à aujourd'hui, et particulièrement depuis la réforme de 1956 qui établit pour la première fois égalité de tous devant le droit de propriété, pour accélérer ces évolutions et en consolider les acquis successifs. Chapitre 1. Les PREMISSES. La terre et les immeubles qui peuvent être édifiés dessus ne sont pas des biens comme les autres. Comme la monnaie, ils sont marqués d'une valeur emblématique qui attribue à leur détenteur un statut social spécifique. Le caractère essentiellement agricole que l'économie a très longtemps revêtu, jusqu'à la révolution industrielle, renforce encore cette spécificité, donnant aux détenteurs de ce type de biens un accès aux revenus déterminant le statut social et politique dominant de l'époque. Par extension, la question de la propriété foncière et celle de ses transmissions a historiquement été un point nodal de l'organisation des sociétés. La naissance de la PROPRIETE. La capacité à faire émerger la notion de propriété a été consubstantielle au processus de hiérarchisation des individus. Ce processus est lié à celui de sédentarisation. C'est à partir du moment où les individus ont quitté l'économie de sous-production que les différenciations entre individus sont apparues. Certains, plus imaginatifs, plus chanceux, ont pu faire apparaître des différentiels de productivité, ont pu générer des surplus et, à terme, ont pu s'assurer une supériorité sur leurs voisins. Il ne restait plus qu'à faire reconnaître cette différence de façon officielle, qu'elle soit connue de tous. Le droit était né et avec lui, les institutions indispensables à sa validation dans l'ensemble de la communauté, tribunal, police, armée, fiscalité, impliquant l'existence d'instances politiques propres à créer et pérenniser ce nouvel ordre social. Le lien entre la propriété de la terre et le pouvoir politique est donc fondateur de nos sociétés, du moins jusqu'à la révolution industrielle, où une autre forme de propriété l'a petit à petit supplanté, sans toutefois le faire disparaître. La propriété, une question sensible. Il n'est donc pas tout à fait étonnant que la question foncière soit un sujet assez sensible, apte à créer des mobilisations puissantes quand telle de ses composantes paraît être menacée. Ces menaces sont effectives, elles se situent dans deux ordres différents. La première, historiquement apparue, procède d'un processus frontal. Des individus démunis de propriété jugent le partage entre propriétaires et non-propriétaires infondé ou illégitime et le font savoir aux titulaires de ces droits de façon plus ou moins cordiale. Conquête de territoire, razzia, incendie du château.
L'histoire regorge de massacres en tout genre visant ainsi à l'accélération des mutations immobilières. L'autre type de menace est plus insidieux. Il agit indirectement. Posséder des terres et en tirer un certain pouvoir, également des revenus, n'exempte pas de rencontrer diverses difficultés d'existence. Manquer d'argent et devoir emprunter, être obligé de vendre une partie de son bien. Ces affaires pourraient se régler de façon contractuelle. J'emprunte de l'argent et je donne à mon prêteur une garantie sur les immeubles que je détiens, je vends un bien et j'encaisse le prix correspondant. Tout pourrait s'écrire simplement et ne poser aucun problème plus compliqué que n'importe quelle autre transaction commerciale. Mais on l'a vu, la terre n'est pas un bien comme les autres. Étant titulaire de ce droit, j'ai acquis un statut social spécifique auquel mes cocontractants ne peuvent prétendre. Nous sommes dans un cas de relation asymétrique où le principe d'égalité des parties dans la transaction est en soi inadmissible. L'existence de mon droit de propriété m'autorise à traiter mon prêteur ou mon acquéreur avec mépris et à ne pas respecter l'équité, le partage des consentements, l'équilibre du contrat. Ce qui me donne cette force hors du commun tient précisément à la particularité qu'un autre droit est véhiculé avec le droit de propriété, celui d'un pouvoir politique dominateur. De la sorte, je ne suis pas en faute si je commets des dissimulations, des dols, des escroqueries. En fait, je bénéficie d'une capacité transcendantale sur les autres individus, à laquelle aucun d'entre eux ne peut, sauf exception rarissime, accéder. Et si mon quasi-cocontractant se plaint de son sort, il me reste à faire jouer à son égard les divers attributs de la puissance régalienne puisque la loi ne peut que me donner raison. Le lecteur contemporain pourra juger ces propos excessifs, mais la petite histoire de la publicité foncière montrera qu'il ne procède pas d'un parti pris anti-aristocratique. Les tribunaux de l'Ancien Régime ont en effet eu à juger maintes affaires de ce type. La puissance publique d'alors, le roi, a même essayé pendant 2 siècles de pacifier quelque peu le champ de ces exactions juridico-politiques en tout genre, mais en étant à chacune de ces tentatives obligé de retirer un texte législatif qu'il avait pourtant lui-même promulgué. Si l'honneur de la monarchie a pu, en quelque sorte, être sauvé par un de ses derniers représentants, Louis XV, qui eut le courage, ou la lucidité, ou l'obligation de mettre en place un premier système officiel de publicité foncière, si les révolutionnaires ont bien compris qu'il y avait là un enjeu crucial pour l'impératif égalitaire de la République, le recentrage napoléonien et des autorités qui suivirent renvoyèrent ces efforts dans leur limbe. Ce n'est que sous le Second Empire, avec l'ascension économique et politique de la bourgeoisie industrielle et des banques, que les droits de ceux qui n'étaient sur les marchés fonciers et immobiliers que des petits purent être un peu pris en considération. Un siècle encore fut nécessaire pour que l'objectif de soumettre ces marchés aux règles de l'égalité républicaine puisse enfin être atteint. Les PRETMISSETES d'une protection des droits des CREANCIERS et des PRIMOACQU-EREURS. On peut réunir ces 2 catégories, apparemment dissemblables, en une seule dans la mesure où elles ont été historiquement confrontées au même problème. Faire reconnaître leurs droits par les emprunteurs ou les vendeurs, leurs cocontractants, ces derniers disposant généralement de moyens suffisants pour ne pas remplir partie ou totalité de leurs obligations découlant desdits contrats. En Grèce, les acquisitions semblent avoir été encadrées par la loi. Ainsi, selon Aristote, pour donner à un peuple le goût de l'agriculture, il y a parmi les anciennes lois de beaucoup de cités certaines dispositions fort utiles, comme celle qui interdit de posséder une étendue de terre démesurée. Tout 1, page 57. De fait, les marchés de l'immobilier paraissent avoir été assez sévèrement encadrés. Dans tous les contrats qui concernent les domaines sacrés ou publics, il est mentionné que le preneur fournit des cautions et que ces cautions doivent être au préalable agréées par les représentants de la cité ou du dieu propriétaire. Tout 1, page 55. De même, un système de sûretés immobilières existait, comme nous le révèle indirectement cette présentation. Beaucoup de non-citoyens pratiquaient activement le commerce, l'industrie et la banque et certains fréquentaient la plus haute société, comme Céphalos de Syracuse chez qui Platon devait situer plus tard, bien sûr, de façon fictive, le dialogue que nous connaissons sous le titre La République. Céphalos ne pouvait être propriétaire ni d'une ferme ni d'une vigne ni de la maison où il habitait. Il ne pouvait même pas prêter de l'argent en prenant de la terre pour gage, puisqu'il n'avait pas le droit de forclusion. Inversement,
Il était difficile pour les citoyens athéniens à court d'argent d'emprunter aux non-citoyens, les principaux bailleurs de fonds. Finlay, page 58. Un autre témoignage, plus direct, en français ancien, explicite le type d'organisation qui était en place pour rendre publiques les mises en garantie de biens immobiliers. Lorsqu'ils se contentoient de l'hypothèque, ils exigeaient que le débiteur déclarât ses biens francs et quitte de toute autre hypothèque. Esperluette, comme en prenant cette voie pour sûreté de la dette, le débiteur demeuroit en possession de l'héritage, on y mettait des marques ou brandons qui se voyaient de loin afin que chacun pût connaître que l'héritage était engagé. Il est parlé de ces brandons dans 2 endroits de Démosthène. Il est dit dans l'un qu'ayant été fait une descente sur un héritage pour savoir s'il était hypothéqué, il ne s'était point trouvé de brandon ou marque. Et Phénippus, qui prétendait y avoir hypothèque, fut sommé de montrer les brandons, supposé qu'il y en eût, faute de quoi il ne pourra prétendre d'hypothèque sur cet héritage. L'autre passage est dans son oraison, où il dit Q'. Un testateur ordonne que pour 1000 drachmes qui restoient à payer de la dot de sa fille, sa maison soit hypothéquée, Esperluette pour cet effet que l'on y mette des brandons. Il falloit même que l'usage des hypothèques et des brandons fût déjà ancien du Thames de Solon. Car Plutarque, en la vie de Solon, dit qu'il s'était vanté dans ses poèmes d'avoir ôté les brandons qui étaient posés çà et là dans tout le territoire de l'Attique. Amyot, dans sa traduction, a pris ces brandons pour des bornes qui séparoient les héritages. Esperluette a cru de là que Solon avoit non seulement réduit les dettes, mais aussi qu'il avoit remis les héritages en commun et partage égal, comme Lycurgue avoit fait à Lacédémone. Mais la vérité est que Solon avoit ordonné en faveur des débiteurs la remise d'une partie de ce qu'ils devoient, Esperluette ayant augmenté le prix de la monnaie. Il remit par là les débiteurs en état de se libérer, c'est pourquoi il se vantoit d'avoir fait ôter les brandons ou marques des apostrophes. Hypothèque qui étoit sur les terres. Ainsi chez les Grecs brandonner un héritage signifiait la même chose que l'hypothéquer, Boucher d'Argy 8 sur 414 page 1. Globalement, certes avec difficulté et bien sûr insuffisance, la Grèce antique avait trouvé des solutions équilibrées aux problèmes complexes de la propriété foncière, de sa double diversité, à la fois, des nombreuses catégories de droits qui s'y appliquent et de la variété des personnes qui y détiennent tout ou partie de chacun de ces droits. Cette harmonie relative va connaître une très longue éclipse puisque la question de la propriété foncière ne retrouvera une telle unité de traitement que plus de 2 dizaines de siècles plus tard, à la fin du 2e millénaire après Jésus-Christ. De fait, pour les civilisations qui suivirent, Rome, société germanique, un choix réducteur a été fait sans doute inconsciemment, entre une des 2 approches possibles du droit de la propriété foncière, soit par la chose, soit par la personne. Cette dichotomie perdurera tant il sera aventureux, périlleux même, les forces de réactive étant particulièrement puissantes pour ceux qui se trouvent dans un des 2 courants de construire le chemin transversal qui permettrait de rejoindre l'autre. L'espace français sera celui de la rencontre de ces 2 plaques tectoniques, pays de droit écrit au sud, pays de coutume au nord, selon une division bien connue et qui clive cet espace en bien d'autres domaines de la vie sociale. Les héritages de la division sont lointains, juste post-helléniques. Rome d'un côté, le monde germanique de l'autre. À Rome, l'accent est mis prioritairement sur la chose. Le pouvoir de contestation des acquéreurs ne semble pas avoir été très fort. Au petit paysan propriétaire vivant sur sa terre avec sa familia, se substitue le grand maître détenteur de vastes propriétés cultivées grâce à une main-d'œuvre servile abondante. La formation de ces grandes propriétés résulte d'achats successifs, de la réunion entre les mains d'un sénateur ou d'un chevalier, de plusieurs lots de terre dont les propriétaires antérieurs ont été tués ou ruinés par la guerre. Humbert, page 60. Ou avec plus de précision méthodologique, cette économie ne met pas seulement en présence un acheteur et un vendeur dans un marché libre, mais toutes sortes de moyens cruels de pression sont employés, par le fort contre le faible, par le riche bardé d'arrogance, le baron, contre la ferme voisine, les villageois ou le manant, avec recours tantôt à des procès truqués, tantôt à la force des armes. Macmillan, page 15. La marche vers la constitution de très grandes propriétés, les latifundia ne connut pas de limite infranchissable. La propriété appartenait au peuple romain, à l'État et elle était imprescriptible. Contre tout autre que l'État, le possesseur était garanti. Contre l'État, il était désarmé. L'État lui assurait la jouissance de son bien, mais par la redevance qu'il percevait, il affirmait la pérennité de son droit. Telle était la théorie.
En fait, cette redevance, il finit par ne plus l'exiger. Le possesseur réussit à s'en affranchir, comme il s'était affranchi de la loi Liciniat, limitation de la taille des propriétés individuelles. Et alors, l'État laissant périmer son titre, il s'habitua de son côté à n'en plus tenir compte, il le considéra comme nul, il se considéra lui-même comme un propriétaire véritable, et entre ses possessions et son domaine privé, ni lui ni l'État même ne distinguèrent plus. Tout 1 page 295. Ce mouvement s'accompagna d'une extension considérable du travail servile, composant ainsi une sorte de préfiguration du modèle féodal. Cette primauté romaine du vendeur, en tant qu'il est possesseur de la chose sur l'acquéreur qui n'est possesseur de rien sauf de monnaie, ce qui est vil, est rétrospectivement soulignée au moment de la mise en place du système français des sûretés. Chez les Romains, quoique la vente fût parfaite par le seul consentement des parties, et que le péril de la chose vendue appartint à l'acquéreur avant la délivrance, ou tradition, néanmoins il fallait pour elle entier accomplissement de la vente, que la chose fût livrée, ce qui se faisait pour les immeubles, par la mise en possession des biens, la remise des titres ou des clés et autres manières expliquées dans le droit, de sorte que dans le cas où une même chose était vendue à deux, le premier des deux à qui la délivrance était faite était préféré à celui qui ne l'avait point eu, encore que ce dernier fût le premier acquéreur. Dumont, page 92. La situation des créanciers à l'égard des propriétaires n'était guère plus favorable, sauf dans les premiers temps de la civilisation romaine. Les Romains avaient inventé une espèce de vente simulée, par le moyen de laquelle le créancier entra en possession de l'héritage de son débiteur jusqu'à ce que la somme prêtée fût rendue. Mais comme souvent les créanciers abusoient de ces ventes simulées pour s'emparer de la propriété, cette manière d'engager les héritages fut abolie. On introduisit l'usage d'en céder ouvertement la possession. Il parut encore dur aux débiteurs d'être obligés de se dessaisir. C'est pourquoi l'on parvint comme par degrés à se contenter de la simple hypothèque, dont l'usage fut emprunté des Grecs. L'hypothèque ne se suppléoit point, elle dépendoit de la convention, mais il n'était pas besoin que l'acte fût publié ni authentique. Boucher d'Argy, 8 sur 414 page 2. Cette pratique s'estompa petit à petit. L'usage de mettre des marques aux héritages engagés ou hypothéqués se pratiqua à Rome avant les empereurs, comme il paraît par plusieurs lois du digeste. Les empereurs défendirent à toute personne de faire de ces appositions de marques sur les héritages de leur autorité privée. Cette défense fit perdre l'usage d'apposer aucune marque publique, ni privée, pour l'hypothèque conventionnelle. Boucher d'Argy, 8 sur 414 page 2. Un autre acteur était intéressé, apparemment de fort longue date, par la connaissance des droits réels. L'État, pour des raisons fiscales essentiellement, mais aussi pour l'entretien des voiries et sans doute encore pour d'autres préoccupations. La déclaration obligatoire des mutations de propriété fait l'objet d'une réglementation de la part des préfets d'Égypte, comme l'atteste l'édit de M. Mettius Rufus, 89 AP. J.C., qui est loin d'être le premier sur cet objet. Cette réglementation veille à la bonne tenue et à la régularité des inscriptions. Les déclarations doivent être faites par les propriétaires, mais aussi par les créanciers possesseurs d'hypothèques et d'une façon générale, par tous ceux qui ont des droits sur un bien immobilier. Les ventes et les mutations sont donc officiellement enregistrées par l'administration pour son propre usage. Mais ces déclarations pouvaient servir également à régler des contestations privées. Nicolet, pp 230-231. Les francs. Dans le monde germanique, le régime foncier originel est celui de la propriété collective. S'il y a propriété personnelle, c'est qu'une personne a été particulièrement distinguée parée de la communauté. Et vu les conditions sociales de l'époque, on peut penser que les causes de cette distinction sont très généralement militaires. La base juridique de cette propriété est un droit, l'ALE, droit réel, majeur, intégral et universel, Ballon page 47, mais surtout droit d'une personne sur une chose. La personnalisation du rapport de propriété est alliée au caractère essentiellement oral des relations entre les membres des communautés, probablement lié à l'analphabétisme. On est impressionné par le symbolisme juridique des Germains, la motte de gazon, la branche d'arbre, le fétu de paille. Ballon page 52. Une fois le système mis en place, il fallait en assurer la pérennisation. Des règles en particulier successorales furent établies, mais la difficulté ne semblait pas trop grande.
La concentration du domaine allodial et salique dans les mains d'un petit nombre de familles de potentes, fidèles du roi et soutiens du régime, assurait pour longtemps des possibilités de partage successoraux. Ballon, page 81. Il fallait maintenir l'étendue minimale des domaines, qui devinrent ultérieurement les futurs ressorts des juridictions. Une telle organisation fondée sur des cascades de liens personnels, unissant chaque seigneur directement ou indirectement au roi, perdurera et marquera profondément le droit français, en particulier dans sa composante coutumière. Importance des procédures, de vestes, qui se traduiront plus tard par les procédures de formalité, la création des notaires. Au Moyen Âge. Le problème commence à se poser dans des termes modernes dans la période du bas Moyen Âge, période de forte expansion économique, impliquant la mise en place des outils nouveaux nécessaires au fonctionnement de ce primo-capitalisme. Le prêt à intérêt, la comptabilité en partie double, la bourse. À la différence de l'Empire romain, pour qui la possession de la terre est le critère classant, alpha et oméga de la puissance, des hommes du Moyen Âge adoptèrent une vision plus ouverte de l'activité économique, fondée sur la notion de progrès. Au sein de la féodalité, une nouvelle catégorie sociale apparaît qui vient concurrencer celle disposant des privilèges établis, la noblesse et le clergé. Le marchand devenant bourgeois va chercher, et rapidement, à obtenir des libertés étendues, des privilèges, mais en vue de s'intégrer à l'ensemble de la société féodale du Moyen Âge. Alors qu'au début, le marchand était un aventurier, allant d'un lieu à l'autre à la recherche du profit, le bourgeois installé, en même temps qu'il combat le seigneur, ecclésiastique surtout, à qui il doit arracher ses franchises, va rentrer dans le cadre idéologique général de la société médiévale. Il va se soumettre à sa morale, chercher la sécurité, tendre à l'austérité, et introduire une honnêteté extrêmement stricte, au moins dans les rapports entre bourgeois. C'est ainsi qu'il applique les règles punissant sévèrement la fraude, et qu'il se soumet aux règles médiévales du juste prix. Installé dans la ville, le bourgeois cherchera par la suite à faire de ses enfants des juristes, qui seront fonctionnaires, conseillers du roi et entreront dans l'aristocratie par le canal de la noblesse de robe. En France, le roi, qui s'efforce de réaliser l'unité du pays au prix d'un conflit continuel avec les seigneurs féodaux, va s'appuyer sur cette bourgeoisie urbaine naissante, en appelant à la cour certains de ses éléments les plus influents. La noblesse de robe va se fondre dans le cadre social ancien, et les capitaux gagnés dans le commerce vont s'orienter vers l'achat de terres. Philippe, page 15. Les résultats effectifs de ces transformations ne seront visibles que plus tardivement, et ce sans doute sous l'effet de l'inertie propre au cycle de ce bien particulier, aussi en raison d'autres phénomènes comme par exemple, les importants apports d'or espagnol provenant d'Amérique, provoquant une forte hausse des prix. Cette inflation va aggraver les difficultés financières des seigneurs. Déjà ceux-ci avaient été amenés dans des périodes antérieures à transformer les obligations en nature auxquelles leurs serfs étaient contraints, en prestations monétaires obligatoires. Le processus de déplacement du pouvoir réel de la catégorie ancienne à la nouvelle classe bourgeoise naissante était ainsi engagé. La réalisation institutionnelle de cette évolution nécessitera néanmoins une durée extrêmement longue. Chapitre 2. L'apparition du hiatus. L'opposition entre les protagonistes principaux agissant sur les marchés fonciers avait ainsi pris forme. Les conflits étaient légion, engorgeant l'activité judiciaire, pénalisant la circulation des capitaux, freinant le développement des affaires, défavorisant la croissance, dirait-on aujourd'hui. L'intervention de la puissance publique devenait nécessaire. Mais les forces de résistance demeuraient puissantes. La période de la monarchie absolue, le conflit ECLATE. Le conflit latent entre d'une part, les propriétaires fonciers, installés dans leurs droits ancestraux, et d'autre part les forces nouvelles issues des activités économiques apparues à la fin du Moyen Âge, devient ouvert, même si les antagonismes ne sont pas toujours affichés de façon brutale. L'État, le roi, est placé au milieu du champ de tir. Si sa légitimité procède des premiers, il cherche plutôt en général sur la période l'appui des seconds pour moderniser le pays, tenter d'asseoir durablement sa domination sur l'ensemble de la société et aussi pouvoir financer le développement d'une politique de conquête militaire. La France est ainsi divisée entre un pouvoir féodal fort,
À l'exception de quelques alleux rares et exigus, tous les biens fonciers, les fiefs nobles et sans ivre roturière, entraient dans le réseau complexe des redevances féodales, selon le principe coutumier, nulle terre sans seigneur. Chonu, Inbrodel et Labrousse, page 61, même S'. Il est divisé et relativement démuni et des communautés, un peu moins nombreuses. 42 000 contre 80 000 seigneuries, mais plus dynamiques, et dont les membres, soit comme financeurs, soit comme candidats à l'accession à la propriété, se présentaient en tant qu'acteurs nouveaux sur les marchés fonciers et immobiliers, dont les règles existantes ne leur convenaient pas forcément. Le secret des transferts immobiliers et le caractère occulte des hypothèques sont la règle sous l'Ancien Régime. La propriété se transmet par simple consentement. Cette situation générait une insécurité importante qui n'était acceptée qu'en raison d'une certaine stabilité de la fortune foncière. AMCA page 3. La terre, instrument de crédit. La terre acquérait de la sorte un nouveau statut. Si elle restait le symbole le plus achevé de l'ascension sociale, si elle demeurait productrice d'une rente qui, même diminuée en valeur relative, restait attrayante, elle devenait aussi un moyen de soutenir l'investissement grâce au crédit qu'elle permettait en devenant garantie des prêts. L'hypothèque était en train d'éclore, ou de renaître après son embellie grecque et le long silence romain. Le chemin était ouvert, mais la route sera bien longue, 4 siècles au moins, jusqu'à la pleine reconnaissance sociale de ce nouveau rôle de la terre et de l'immobilier. Il fallait trouver des moyens pour faciliter le commerce des immeubles, de manière qu'un débiteur pût se libérer aisément, que les acquéreurs devinssent propriétaires incommutables des fonds, en échange desquels ils donnaient leur argent et que les créanciers conservassent néanmoins leurs droits. Grenier, page 4. Sur ce chemin, le pouvoir royal tenta, sans grand succès, d'organiser de façon rationnelle et moderne la matière des hypothèques. Buisson, page 19. Un des premiers et très élevés obstacles dans cet itinéraire tient précisément aux héritages différents de l'Empire romain et des royaumes germaniques. Une France désunie. Rome avait produit une influence très profonde sur la moitié méridionale de la France, la partie septentrionale étant nettement plus marquée par les valeurs et conceptions franques et germaniques. Opposition entre le consensualisme au sud et le formalisme au nord. La France ressemble à une mosaïque de droit. En simplifiant les choses, la France est coupée en deux. Au sud d'une ligne qui va de La Rochelle à Lyon, on applique le droit romain, pays de droit écrit. Au nord de cette ligne, on applique la coutume, pays de droit coutumier. Quand nous disons droit coutumier ou coutume, cela ne veut pas dire qu'il n'y ait qu'une coutume. Il y a au moins autant de coutumes que de provinces, mais aussi des coutumes différentes pour les villes et pour les campagnes, des coutumes pour les nobles et pour les roturiers. Et même au sud de la ligne La Rochelle-Lyon, on trouve des pays de droit coutumier. De plus, il faut ajouter le droit canonique pour les ecclésiastiques et pour les commerçants, un droit et des usages commerciaux qui varient aussi. Schramkiewicz, page 133. L'opposition entre aristocrates et bourgeois, le statut de la terre était donc sensiblement différent selon que l'on se situait dans l'un ou l'autre de ces circonscriptions. La question de la publicité foncière ne se présentait pas dans les mêmes termes dans les diverses provinces françaises. Seules quelques provinces connaissaient une certaine forme de publicité. Dans les provinces du Nord et de l'Est, on pratiquait le régime du nantissement. Il était de coutume qu'une créance ne pouvait acquérir d'hypothèque sur les biens du débiteur, que par nantissement, c'est-à-dire l'inscription de la créance sur un registre public tenu par le greffier. En Bretagne existait le régime de l'appropriance 18, qui s'appliquait au transfert de propriété mais pas à l'hypothèque. Tout transfert de propriété devait faire l'objet de 3 proclamations successives, 3 bannis, 3 dimanches de suite à l'issue de la grand-messe. Les contestataires avaient 8 jours après la dernière publication pour se faire connaître, s'ils étaient présents, et 1 an s'ils étaient absents. Le tribunal prononçait l'adjudication du bien à l'acquéreur. Dans le reste du royaume, c'était le régime de l'insinuation. L'ordonnance de Villers-Cotterêts 1539 rendait obligatoire pour les libéralités essentiellement les donations entre vifs, l'insinuation c'est-à-dire la reproduction des actes sur un registre public. Cette insinuation donnait authenticité à l'acte de transfert de propriété, mais n'impliquait pas l'idée de publicité visant à révéler les charges sous hypothèque qui pesaient sur les immeubles. AMCA page 3. L'action du pouvoir royal va à la fois chercher une certaine unification des droits entre des catégories sociales différentes et aussi
entre les diverses composantes géopolitiques d'un territoire national en formation. La loi que le roi applique est coutumière, elle découle du droit romain, ce n'est qu'au cours des siècles, à partir du XIVe, du XVe, du XVIe surtout, que le dit du roi par ordonnance, par édit s'impose comme source principale du droit. Chaunu, Imbrodel et Labrousse, page 90. Une manière de faire qui semble progressiste à un observateur, un peu plus tardif en 1787, de l'époque. Les lois romaines étaient trop imparfaites sur la matière des hypothèques. Nos lois ont à cet égard une supériorité bien marquée. Les Français auraient peut-être le même avantage dans les autres parties de la législation, s'ils eussent été réduits à la nécessité d'inventer, s'ils eussent osé faire un corps de loi pour eux-mêmes. Grenier, page 3. 1581, Henri III, le premier à s'y lancer et le premier à ECHOUER. La première matérialisation du conflit se concrétise dans une tentative législative du roi Henri III, en 1581. L'action politique du dernier roi de la dynastie des Valois n'a pas toujours été très linéaire, mais une constante tient sans doute dans sa relative acrimonie à l'égard des nobles les plus puissants, en particulier quand il chercha à rétablir l'équilibre des finances publiques. Sensible aux thèses de Michel de l'Hospital, aux idées humanistes de la Renaissance, Henri III tentait de réduire les pouvoirs pouvant concurrencer le sien, d'établir une certaine unité nationale, volonté que l'on voit se manifester dans la mission qu'il confie à Barnabé Buisson, président du Parlement de Paris, d'unifier les diverses coutumes du royaume. L'encadrement strict du marché foncier que le roi édicte procède d'une telle vision moderniste. Édit du roi de juin 1581, registré au Parlement le 4 juillet. Que par quelque contracte que ce soit de vendition, échange, mariage, donation, cession et transport, constitution de rente, garantie, contre-lettre, licite et déclaration, translation, partage, adjudication par décret, baux perpétuel, à amphithéose ou à temps, excédant 9 années, et généralement toute autre disposition, soit entre vif ou de dernière volonté, ne pourra être acquise aucune seigneurie, propriété ou droïcte des apostrophes. L'hypothèque est réalité, encore que les acquéreurs ou autres, au profit desquels les dits contracts auront été passés, ayant pris une possession naturelle ou par constitution de précaire, rétention d'usufruit, ou autre voie de droïcte s'ils ne sont pas enregistrés dedans 2 mois du jour et date des apostrophes. Ceux, est-ce registres qui seront par nous ordonnés est-ce bailliage, sénéchaussée, prévôté et juridiction royale, tant des sièges généraux que particuliers, ou les dits biens ainsi aliénés, en est sur lesquels il voudra respectivement prétendre droïcte de propriété, seigneurie, hypothèque ou réalité, sont assis par les contre-rollers, qui par nous seront commis et députés pour cet effet, pourvu que le contract excède 5 escus en sort principal et de rang foncière 30 sols, lesquels seront tenus de mettre au dos des dits contracts à l'apostrophe. Acte du dit enregistrement, faisant mention du jour et an et du feuillet de leur registre où ils auront été enregistrés, et néanmoins en pourront bailler et délivrer un acte à part aux parties si elles le requièrent. Et à l'effet que dessus avons créé et érigé, créons et érigeons par ces présentes en chacun siège royal, soit capital, présidial ou particulier, du baillif, sénescal ou prévôt, alloué vicomte ou autre, en titre d'office formé. Un contre-rolleur sera à présent et si après, vacation advenant par mort ou résignation par nous, et non par autres, pourvu de bons et nobles personnages, qui enregistreront chacun en son ressort les dits contracts et adjudications où le bien y contenu seront situés et assis. Et à ce titre que les dits contre-rolleurs ne prennent salaire outre raison, avons ordonné et ordonnons qu'ils ne pourront prendre que 10 sols tournois pour le premier enregistrement, contenant une peau de parchemin, et 2 sols pour chacun feuillet de papier, et du plus ou du moins à l'écu pollant. Ordonnons en outre que les dits contre-rolleurs feront leur dit registre en parchemin relié et continué, et non par feuillet attaché. Et à la fin de chacun enregistrement de contract mettront leur sein en traïceux contract, sans laisser aucun feuillet ou part dice lui vague, mais continueront leur dit registre sans intervalle d'écriture. Champonnière, page 11s. Le système était en place. Les biens et les transactions à publier étaient définis, les structures, procédures et le formalisme administratif également. L'ancêtre du conservateur des hypothèques était créé sous la désignation moderne mais un peu énigmatique de contre-roller. La question de sa rémunération étant aussi sagement encadrée. Promulgué en 1581, l'édit royal ne résista cependant pas aux foudres du lobby des grandes seigneuries, la révocation de cet édit intervenant en 1588,
édite de Chartres, soit peu de temps après l'assassinat du roi. 1673, Colbert lui aussi en ECHEC, mais pas totalement. Après une tentative infructueuse d'Henri IV et de Sully en 1606, un seul parlement, celui de Normandie, accepta d'enregistrer cet édit pourtant peu contraignant, et un édit royal en mars 1631 qui créa en titre d'office les gardes des rôles des offices de France pour conserver les hypothèques et droits des créanciers sur les offices. Boucher des apostrophes. Argy, 4h35, page 1. Le grand courant réformateur du roi Soleil se charge de l'affaire. Édite du 21 mars. Il prévoit de doter le royaume d'une législation sur les hypothèques, destinée à protéger les créanciers par la publicité effective des hypothèques. L'édit souleva une vive opposition conjuguée de la noblesse préférant le secret à la sécurité, afin de ne pas révéler au grand jour son endettement hypothécaire, et du notariat craignant une mise en cause de ses prérogatives. Le conservateur de l'époque, qui s'appelait greffier, devait tenir un registre qui rappelle étrangement le registre de dépôt actuel. Des sanctions étaient prévues contre le greffier coupable d'avoir laissé un blanc entre les enregistrements. L'arrêté du registre devrait être signé du greffier et du juge. L'édit fut révoqué en 1674, AMCA, page 4. Une autre explication. On peut signaler une autre explication complémentaire de ce recul royal. Louis XIV essaya de faire des lois locales une loi générale pour le royaume, mais cet édit rencontra plusieurs difficultés dans son exécution, et les occupations guerrières du monarque qui dictait alors des lois à l'Europe entière ne lui permettaient de donner à celle-ci la perfection dont elle était susceptible. Elle fut supprimée par un édit du mois d'avril 1674, c'est-à-dire presque sitôt qu'elle parut. Grenier, P.V. Établi pour tenir compte des spécificités dues au domaine royal, en particulier son inaliénabilité, et voulant en quelque sorte montrer l'exemple en cette matière novatrice, Louis XIV et Colbert produiront également un second édit, apparemment non révoqué, au cours du même mois de mars 1673, qui consacrera la naissance officielle de la fonction de conservateur des hypothèques, mais sur un espace limité aux seuls biens du domaine royal. Numéro 719. Édit portant règlement pour la conservation de l'hypothèque des rentes constituées sur les domaines du roi. Louis, etc. Les plaintes que nous recevons depuis longtemps de nos sujets, que les rentes que nos prédécesseurs rois et nous avons constituées sur nos tailles, gabelles, aides, entrées, décimes et clergés, dons gratuits et autres nos revenus sont hors de tout commerce à cause de la difficulté qu'il y a à acquérir avec sûreté sans les formalités d'un décret qui ne peut se faire avec très grands frais, qui consomme le plus souvent la plus grande partie du principal, mais encore un temps infini par la nécessité de pratiquer toutes les formalités, sans lesquelles les propriétaires ne peuvent les vendre, ni les acquéreurs en jouir avec sûreté, ce qui nous aura porté à faire rechercher toutes sortes de moyens pour y remédier, en donnant à ceux qui ont dédites rentes des moyens aisés et faciles de les vendre et en disposer dans leurs besoins, et à ceux qui les voudront acheter, des assurances de la propriété, sans crainte d'y être troublés et sans être obligés aux dépenses et longueurs des adjudications par décret. À ces causes, etc., voulons et nous plaît, que pour conserver à l'avenir les hypothèques sur les rentes qui ont été constituées par les rois nos prédécesseurs et nous, ou pourront l'être ci-après sur nos domaines. Les créanciers ou autres qui prétendront sur les propriétaires et vendeurs desdites rentes, seront tenus de former leurs oppositions entre les mains de l'officier ci-après, qui sera établi à cet effet, lesquelles oppositions conserveront pendant 1 année les hypothèques et droits prétendus sur les dites rentes, sans qu'il soit besoin de faire autre diligence, et pour sûreté de ceux qui demeureront propriétaires des dites rentes par acquisition, partage ou autre titre, ils seront seulement tenus à chaque mutation de prendre sur leur contrat ou extrait d'AICE, des lettres de ratification scellées en notre grande chancellerie, et si avant le sceau des dites lettres il ne se trouve point d'opposition de la part des créanciers ou prétendants droit, et après qu'elles seront expédiées et signées par elles un de nos aimés et féaux conseillers et secrétaires, maison et couronne de France et de nos finances, et scellées sans opposition, les dites rentes seront purgées de tout droit et hypothèque, et les acquéreurs d'icelles en demeureront propriétaires incommutables sans être sujets aux dettes de ceux qui les auront vendues en quelque sorte et sous quelque prétexte que ce soit, tout ainsi et en la même manière il se pratique pour les oppositions au sceau sur les offices de notre royaume, ni que les acquéreurs aient besoin de les faire décréter pour avoir plus grande assurance.
faisons expresse inhibition et défense à toute personne de faire à l'avenir poursuite pour faire décréter lesdites reintes, à peine de tout dépend, dommages et intérêts. Déclarons dès à présent nul et de nul effet tout ce qui pourra être fait pour raison de ce. La création de la fonction de conservateur des hypothèques. Et pour recevoir les oppositions qui pourront être formées au sceau dit celles par les créanciers et autres prétendants droit sur lesdites reintes pour la conservation de leurs hypothèques, délivrer des extraits desdites oppositions à ceux qui en auront besoin. Nous avons par le même présent édit créé et érigé, créons et érigeons au titre des apostrophes. Office formé et héréditaire, 4 nos conseillers, greffiers conservateurs des hypothèques desdites reintes, et à chacun un commis, lesquels greffiers conservateurs auront entré au sceau de sa mission de transcription. Et exerceront les 10 offices par quartier, tiendront de bons et fidèles registres des oppositions qui auront été faites entre leurs mains, sur lesquelles ils seront tenus d'écrire les oppositions qui leur auront été signifiées, et en garder les exploits pour y avoir recours quand besoin sera, lesquels registres seront à la fin de chaque quartier délivrés par celui qui sortira de service à son compagnon d'office, qui y entrera pour continuer à l'apostrophe. Enregistrement desdites oppositions, et avant que les lettres soient présentées au sceau, ils seront tenus de vérifier sur leur registre s'il y aura des oppositions faites sur les reintes, pour lesquelles les dites lettres de ratification seront présentées, et s'ils ne s'en trouvent point, ils mettront au bas du repli des dites lettres, vérifiées, il n'y a point d'opposition avec la date du jour ce qu'ils signeront. Et lorsqu'il y aura des oppositions, ils mettront les noms des opposants, la qualité des oppositions, et le jour ce Q apostrophe. Ils signeront, et après cette formalité les lettres seront scellées ainsi qu'il s'observe pour le sceau des offices. Du principe de sa responsabilité personnelle. Et si les lettres sont scellées, et qu'il se trouve qu'auparavant le sceau il ait été fait des oppositions qui ne soient point rapportées, les 10 greffiers conservateurs demeureront responsables en leur privé nom des sommes auxquelles pourront monter les dites oppositions jusqu'à concurrence de la valeur de la rente sur laquelle on aura opposé. N'entendons toutefois Q apostrophe. Il soit rien changé ni innové à la qualité et nature des dites reintes qui demeureront meubles ou immeubles, et seront partagées entre les héritiers selon la disposition des coutumes, et sans y déroger, ni sans que les dites reintes puissent être réputées casuelles, perdues ni éteintes, faute des apostrophes. Avoir par les nouveaux propriétaires pris des lettres de ratification, et pour donner moyen aux dits greffiers conservateurs des hypothèques sur les dites reintes, et à leurs commis de subsister dans leurs charges, veiller à la conservation des droits et hypothèques des créanciers. De sa rémunération particulière. Et en considération de ce que les officiers présentement créés demeureront responsables vers les créanciers de leurs hypothèques, si lesdites lettres étoient scellées au préjudice des oppositions qui seront formées entre leurs mains, nous avons attribué et attribuons aux dits greffiers conservateurs 40 sols, et à leurs commis 10 sols pour l'enregistrement de chacune opposition, qui leur seront payés lors de la signification pour chacun opposant, et pareil droit pour la vérification des oppositions et expédition du certificat Q apostrophe. Ils mettront sur le repli des dites lettres de l'obligation de la délivrance publique des renseignements. Et encore pareil droit pour la délivrance de chacun extrait de leur registre qu'ils délivreront à ceux qui en auront besoin, outre lesquels droits jouiront les dits conservateurs de pareille survivance, francs salés, privilèges et immunités dont jouissent nos conseillers, secrétaires et officiers de notre grande chancellerie de France, quoiqu'ils ne soient ici particulièrement exprimés. Et pour gratifier ceux qui seront les premiers pourvus des dits offices, nous avons accordé et accordons la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.